Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, après la pathologie virale il y a un siècle, puis la pathologie microbienne il y a un demi-siècle, le relais comme cause principale de mortalité et de morbidité a été pris par la pathologie dégénérative. Cette pathologie dégénérative est elle aussi représentée par des maladies diverses, qui apparemment n'ont aucun lien. Le cancer ne ressemble pas à l'artériosclérose, qui ne ressemble pas à la sclérose en plaques, qui elle-même ne ressemble ni à la schizophrénie, ni à la maladie d'Alzheimer. Et pourtant, ces maladies si dissemblables ont un dénominateur commun. Elles ne peuvent apparaître ou proliférer qu'en présence ou sous l'influence d'une hormone sécrétée par une glande du crâne. Cette hormone s'appelle l'hormone de croissance. C'est une hormone qui est nécessaire, comme son nom l'indique, pour que la croissance de l'individu s'effectue dans des conditions normales. Mais dès que la croissance est achevée, à l'âge adulte, elle n'a plus d'utilité, mais continue néanmoins à être sécrétée pendant des années, comme l'hormone ovarienne continue à être sécrétée chez la femme après la ménopause. Je voudrais attirer l'attention sur la corrélation positive qui existe entre l'hormone de croissance et la pathologie dégénérative. L'analyse de cette corrélation aboutit à proposer, au contraire du mouvement actuel, le tarissement de l'hormone de croissance chez l'adulte à des fins de prévention et de traitement précoce de cette pathologie dégénérative. Plusieurs faits biologiques sont à la base de cette proposition. Lorsque l'âge adulte est atteint, l'hormone de croissance devient inutile. Sa suppression naturelle, son extinction naturelle avec l'âge, ou son tarissement chirurgical ou radiothérapique ne s'accompagne d'aucun effet pathologique ou physiologique, immédiat ou retardé. La disponibilité actuelle d'une technique simple et d'une totale innocuité, permettant ce tarissement sélectif sans que les autres stimuli ne soient concernés, favoriserait l'application de cette méthode. Au début du siècle dernier, Ramon y Cajal introduisait un dogme qui consistait à dire « les cellules nerveuses sont acquises à la naissance, aucune ne peut se diviser par la suite, donc il y a un patrimoine qui est constitué à la naissance que l'on va user au cours de sa vie ». Ce dogme était erroné. En 1970, mon groupe et moi, dont le docteur Delahousse qui est à mes côtés, récusaient ce dogme et introduisait le fait qu'il y avait une neurogénèse postnatale, c'est-à-dire que les cellules nerveuses pouvaient se diviser après la naissance. La récusation de ce dogme a été admise sur un plan international et tout le monde actuellement sait qu'il y a une neurogénèse postnatale avec son corollaire qui est la plasticité neuronale. En quoi la sclérose en plaques est-elle concernée? Toutes les maladies neurodégénératives qui n'ont trouvé aucune solution, ni pathogénique, ni évidemment thérapeutique. Vous pouvez parler de l'Alzheimer, la schizophrénie, la maladie de Parkinson, et ainsi de suite, n'ont pas trouvé de solution pendant un siècle, en raison de l'erreur qui a été introduite en début du siècle dernier. Cette hormone de croissance est absolument indispensable pour que l'organisme accède à une maturité adulte normale. Mais elle devient absolument inutile dès lors que cette maturité adulte est obtenue. À partir de l'âge de 17 ans, l'individu a une organogénèse neuronale quasiment achevée. Certes, il y aura quelques reliquats qui vont subsister, n'est-ce pas, jusqu'à la quarantaine, mais le gros est fait. De sorte que la maladie qui devient itérative au moment
où il y a des poussées d'organogénèse, n'est-ce pas? Ces poussées sont contemporaines d'une sécrétion des poussées sécrétoires de l'hormone de croissance. Nous disions que l'hormone de croissance qui disparaît avec l'âge, qui régresse avec l'âge et finit par disparaître avec l'extrême sénescence, n'est-ce pas, n'est pas du tout indispensable. Dès qu'apparaissent les premiers symptômes, dès qu'est évoqué le diagnostic de sclérose en plaques, il est important qu'on leur supprime la sécrétion de l'hormone de croissance. Cela n'aura aucune incidence sur leur taille, sur leur développement, aucune incidence ni intellectuelle ni quelle qu'elle soit. Nous le savons puisqu'il a été démontré que la suppression de l'hormone de croissance après l'organogénèse n'entraîne aucune pathologie. Par contre, elle permettrait de supprimer ces poussées de division neuronale qui entraînent la sclérose en plaques. Cette inhibition de la sécrétion de l'hormone de croissance s'applique évidemment pour la sclérose en plaques. Elle est applicable pour de nombreuses maladies dégénératives, y compris en schizophrénie, y compris en matière de cancer, en matière d'athérosclérose et en général pour toutes les maladies dégénératives. Lorsque ce mécanisme fut présenté, il entraîna une acceptation quasiment immédiate. Parce qu'enfin, les pathologistes comprirent une quantité de phénomènes. Je n'en citerai qu'un. Quand une femme est enceinte, il n'y a pas de poussée évolutive. Pourquoi? Parce que l'hormone de croissance est captée par le fœtus qu'elle porte, qui, lui, est en pleine division cellulaire de tous ordres. De sorte que l'hypophyse de la mère est même insuffisante pour permettre à ces cellules de se développer normalement, à telle enseigne que le placenta sécrète lui-même une hormone qu'on appelle le somatormone-like, c'est-à-dire une hormone comme l'hormone de croissance, pour pallier une insuffisance éventuelle. Donc, pendant la grossesse, il y a un arrêt évolutif en général, et même d'une manière constante. Mais par contre, quand l'enfant est expulsé, quand le fœtus est expulsé, tous les tissus maternels qui sont imbibés d'hormones de croissance deviennent libres. Et à ce moment-là, ils stimulent. Et donc, ils stimulent les cellules maternelles. Et c'est pourquoi, après l'accouchement, on a régulièrement une poussée évolutive. On a compris aussi que dans la pathologie, par exemple, des traumatismes et ainsi de suite, qui entraînent un accroissement de l'hormone de croissance, n'est-ce pas? Et il y a aussi, conjointement, des poussées évolutives. Toute une quantité de paramètres se sont expliqués d'une manière claire. Alors qu'a fait le gouvernement à l'époque? Il a eu une position extrêmement logique, en disant, ben, si tel est le cas, n'est-ce pas, on peut constater, on peut consulter les fichiers des gens qui, pour une raison ou une autre, ont eu une freination, une inhibition de cette hormone de croissance. Et vous avez des thérapeutes qui ont à leur actif des centaines, voire des milliers, comme Gorins, d'individus qui, pour une raison quelconque, ont dû subir une hypophysiolyse, c'est-à-dire qu'on a détruit ou partiellement, n'est-ce pas, inhibé l'hypophyse qui sécrète cette hormone de croissance. Et on a dit, bah, si on voit une minoration de la morbidité de sclérose en plaques chez ces gens-là, qui n'ont plus d'hormone de croissance, eh bien, ce sera la confirmation. Et je leur ai dit, ainsi que mon groupe, il faut aller plus loin que ça. Si on trouve un seul cas de survenue
d'hormones de croissance, il faut abandonner la filière. Donc, le contrôle a été fait. Il a donc même été publié dans le journal officiel du Sénat, qui émane de la présidence de la République, où, en effet, la corrélation entre la disparition de l'hormone de croissance et l'absence de sclérose en plaques est totalement établie. Tout le monde fut soulagé. Des dispositions furent prises alors, à la Salpêtrière, et avec un certain, je dirais quasiment enthousiasme, les expérimentateurs et ainsi de suite, n'est-ce pas, voulurent commencer cette procédure. C'est alors que, pour une raison qui restera indéfinie, même si nous la connaissons, n'est-ce pas, une espèce de diktat survint, qui était étranger à toute cette structure, disant, je vous cite, je cite, qu'il fallait mieux patienter un peu pour donner le temps de réfléchir. Voilà exactement les termes. Donc il y a eu un arrêt pour donner le temps de réfléchir. Les années ont passé, puis on réfléchit toujours.